Tous nos orateurs de ce matin viennent des pays pionniers où on a commencé à remettre en question l'utilisation du Dutch Protocol. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de les écouter et nous allons leur demander, d'abord Rita Kerttu, Sven et David d'ailleurs, de nous parler des faits et de nous expliquer comment, dans leur pays, les médecins et finalement les politiques se sont rendus compte qu'il fallait un petit peu changer de direction dans la façon dont les mineurs transidentifiés étaient traités. Rita, vous avez la parole. Il faudra que Rita allume le micro. Voilà, maintenant ça marche. Bonjour. Je suis ravie d'être ici. J'espère que mes diapos vont apparaître sur le moniteur pour que je puisse les voir. Évidemment, je peux aussi parler sans diapos, mais je pense que ça peut être intéressant de les passer puisqu'elles existent. Je vois qu'il y a des écrans, mais je ne sais pas si on peut passer les diapos. Bon, de toute façon, je peux commencer sans. Il faut dire qu'il y a eu des changements parce qu'en Finlande, quand on a commencé à travailler sur ces problèmes d'identité de genre chez les mineurs, on a vraiment pris le problème de zéro. En Finlande, il y a des services qui fournissent l'accès à réassignement de genre. Est-ce que quelqu'un peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? C'est centralisé dans 2 des hôpitaux universitaires et les centres existent depuis les années 1990. En 2011, on nous a demandé d'ouvrir ces services aux mineurs dans les mêmes hôpitaux que ceux qui fournissaient déjà des services de réassignation de genre aux adultes. Donc, ces services s'occupent de faire des évaluations diagnostiques et puis ensuite de passer à des interventions hormonales éventuelles. Et ils peuvent aussi décider de pratiquer des chirurgies lorsqu'il y a une indication de dysphorie de genre qui n'est disponible pour l'instant que pour les adultes. Depuis 2023, les adultes peuvent également faire modifier leurs documents d'identité grâce à une procédure administrative relativement légère qui a été mise en place. Et on ne peut pas changer les documents d'identité pour les mineurs, pas encore. Alors, pour faire les évaluations qui peuvent entraîner une réassignation, ça a été un petit peu compliqué parce que on sait tous que la consolidation de l'identité, c'est le résultat, le point d'arrivée de l'adolescence, pas le point de départ. Donc nous avons commencé à réfléchir, à nous dire que l'identité doit se consolider pendant toutes les années de l'adolescence, y compris le début de l'adolescence. Donc une intervention sur un corps adolescent ne se justifierait pas forcément. Et nous avons une déclaration du Conseil national et d'éthique qui a donné le feu vert. Donc nous nous sommes préparés à travailler sur la base de ce modèle qui avait été introduit. Et ça, c'est l'année de la première application du Dutch Model. Ensuite, nous nous sommes familiarisés avec la littérature qui existait. Nous avons travaillé avec des services en Europe qui avaient déjà commencé à travailler sur la question de dysphorie de genre chez les mineurs. Et la population finlandaise est relativement limitée, donc nous nous attendions à avoir très peu de jeunes qui allaient se présenter au service. C'était surtout des garçons qui présentaient une pathologie psychiatrique secondaire et dont les parents présentent des inquiétudes. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? En fait, les résultats ne correspondaient pas du tout à nos attentes
Et ce que nous avons vu chez les jeunes qui sont venus dans ce service, c'était que c'était surtout des jeunes filles, en fait, qui se présentaient dans les services à l'âge de 16 ans avec une dysphorie de genre à apparition rapide, et la plupart d'entre elles présentaient des symptômes psychiatriques. Enfin, nécessitaient un traitement psychiatrique, et ces troubles psychiatriques dataient de bien avant cette dysphorie de genre. La plupart traînaient ces troubles psychiatriques depuis l'enfance, et les niveaux de soins spécialisés psychiatriques ne s'appliquent qu'à des pathologies relativement sévères, et la plupart de ces jeunes filles en présentaient. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Ici, vous avez un résultat des conclusions de ce premier article. Ah oui, en fait, on n'a pas le résumé ici. Un petit peu plus tard, ça viendra. Mais en tout cas, on a vu les critères d'éligibilité pour le Dutch Model, des consultations intensives avec des services déjà bien établis dans d'autres pays d'Europe, et nous avons quand même envisagé une intervention hormonale sur certaines jeunes personnes. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ce modèle d'intervention n'était pas aussi bon qu'il en avait l'air, ce Dutch Protocol. Donc, les troubles psychiatriques de ces jeunes personnes apparaissaient comme étant secondaires par rapport à leur dysphorie de genre, et on pensait que peut-être ces troubles psychiatriques allaient disparaître après le changement de genre, et en fait, ça n'est pas arrivé. Et donc, les adolescents qui avaient des problèmes avec des troubles psychiatriques et des difficultés dans des domaines relevant du développement adolescent, c'est-à-dire des problèmes à l'école ou des problèmes dans leurs activités quotidiennes ou avec leurs parents avant traitement hormonal, continuaient à présenter les mêmes problèmes après le traitement hormonal. Les adolescents qui ne présentaient pas de problèmes psychiatriques et qui n'avaient pas non plus de problèmes de fonctionnement dans les domaines du développement adolescent normal, eh bien, ont continué à se développer aussi normalement après le traitement hormonal. Vous voyez ici les orientations vers les services qui ont augmenté en 2017 et 2018. Et en raison de tous ces résultats, nous avons demandé des guidelines nationales qui sont résumées ici sur la diapo suivante. Il fallait passer en revue toutes les preuves et ça a été fait par une autorité indépendante spécialisée dans le passage en revue de toutes les preuves qui allait nous permettre de voir quels étaient les bénéfices d'une intervention médicale à l'adolescence. Et ces bénéfices étaient très faibles. Donc, les guidelines en Finlande nous ont indiqué qu'il fallait continuer à travailler sur le sujet et à essayer de permettre aux jeunes de mieux se connaître, traitement psychiatrique aussi, s'il y avait des troubles psychiatriques sévères, ça fait partie de l'intervention de première ligne. Ensuite, si après tout ça, après le soutien psychologique et une évaluation de la personne, si on pense qu'il faut toujours procéder à la réassignation de genre, eh bien ces personnes peuvent être envoyées vers des services qui vont effectuer une intervention hormonale qui est possible avant la majorité et qui doit être faite, bien entendu, sur la base des critères d'éligibilité du Dutch Protocol. La chirurgie n'est une indication qui n'est disponible en Finlande que pour les adultes. Ensuite, nos recherches ont confirmé l'augmentation de troubles mentaux et psychiatriques chez les jeunes qui avaient contacté les services de changement de genre. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Et vous avez ici un article qui montre que au fil des années, par rapport aux années 90, par exemple, les personnes qui contactaient ces services avaient plus de symptômes et de pathologies psychiatriques que ceux qui contactaient les services de dysphorie de genre dans les années 90. Ce sont des enfants, des adolescents qui ont aussi démontré qu'après le traitement médical, les troubles psychiatriques restent et ne se sont pas du tout atténués. Et voilà ici comment moi je comprends la situation maintenant. Chez tous les adolescents, nous avons beaucoup d'adolescents qui ont des besoins psychiatriques,
besoin de traitement. Il y a de plus en plus d'adolescents dans la population qui s'identifient comme étant transgenres, un certain nombre d'adolescents qui présentent une dysphorie de genre. Ça, c'est des groupes différents qui peuvent se chevaucher parfois dans certains cas, dans certaines personnes. Et le petit point violet ici, c'est qu'il peut y avoir un petit nombre de personnes qui pourraient bénéficier de traitements physiques, mais que la plupart des adolescents qui présentent des symptômes ou des sentiments, des ressentis de transgenrisme n'ont pas forcément besoin d'intervention médicale sur la base uniquement de ce ressenti. Ils ont besoin d'un soutien adapté aux problèmes qu'ils présentent. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont respectés et qu'ils peuvent se présenter de la façon qui leur convient le mieux. Voilà. Thank you so much, Rita. Merci beaucoup. Rita, j'étais tellement impatiente de vous écouter que j'ai complètement oublié de vous présenter. Je vous prie de m'en excuser. Vous êtes professeur de psychiatrie infantile et responsable du département de la psychiatrie des adolescents à l'université de Tampere et à l'hôpital universitaire de Tampere également. Et vous êtes une des pionnières aussi qui ont fait changer les choses. Donc je vous en remercie. Alors, pour traiter la même question, c'est-à-dire comment dans votre pays est-ce que les médecins et les politiciens se sont rendus compte qu'il fallait changer de direction, changer d'orientation un petit peu dans la façon dont les mineurs étaient traités. On va maintenant écouter Sven Roman, pédopsychiatre en Suède. Et je lui laisse maintenant la parole. Très bien, merci. Merci pour cette présentation très intéressante. Pour cette présentation, je n'ai pas de diapositive, alors j'espère que ça ne vous empêchera pas de comprendre mon propos. Alors cette question qu'on nous pose, comment est-ce que les médecins et les hommes politiques, les personnels politiques s'est aperçu dans votre pays qu'il fallait changer le cap sur la façon dont on prend en charge ces enfants, mais en fait ce ne sont pas les médecins qui ont tirer la sonnette d'alarme, mais les parents de ces enfants. En 2018, une organisation à but non lucratif, le Gender Identity Challenge, s'est créé et les parents ont commencé à se tourner vers les médias, vers les politiques et les médecins avec le lancement d'un débat public sur la prise en charge de ces enfants au printemps 2019. Alors, c'était un papier d'opinion qui a démarré cet appel et ce débat qui avait été publié en mars 2019 dans le Svenska Dagbladet. C'est un quotidien suédois, le deuxième plus important. Et il y a eu des signatures très importantes de cette tribune. Christopher Gillberg, par exemple, un pédopsychiatre, et d'autres professeurs. Le docteur Gillberg est sans doute le pédopsychiatre suédois le plus connu aujourd'hui, et son opinion a beaucoup compté auprès des autorités sanitaires nationales. Alors, il y a eu une émission de télé en mai 2019, Uppdrag granskning, c'est un programme très connu, et on a parlé du trans pour ces adolescentes. Alors, quant à moi, j'ai commencé à participer à ce débat lorsqu'en août 2019, on m'a cité dans un éditorial du plus grand quotidien suédois. Et en un mois seulement, j'ai publié 2 articles, donc un dans un quotidien et puis un autre dans un journal médical. L'augmentation du diagnostic de ces dysphories de genre est tout à fait époustouflant en Suède, et c'est ce qui a donné lieu à des inquiétudes exprimées par plusieurs. En effet, c'est vrai qu'au début des
années 2000, on avait très peu de cas. Et en 2001, en fait, il n'y avait que 2 enfants d'un âge de 0 à 17 ans avaient été diagnostiqués, alors qu'en 2018, on en avait 486. Donc une augmentation de 243%. Et 12 personnes moins de 25 ans avaient été diagnostiquées, alors qu'en 2019, on avait plus de 1000. Donc, c'est en Suède que l'on compte le plus grand nombre de cas dans le monde entier de ces enfants qui ont une dysphorie de genre. Et c'est vrai qu'on a commencé à avoir des inquiétudes, et avec la pandémie de Covid, on pense qu'il y a peut-être eu aussi une augmentation non seulement chez les filles mais chez les garçons. Et on a aussi des données sur les regrets et les suicides, et on a eu une évaluation par les services sociaux SBU qui ont fait une analyse détaillée. Et en décembre 2019, SBU a publié une revue systématique sur ces dysphories de genre chez les adolescents, et avec une étude de la littérature qui a montré que le soutien scientifique pour ce traitement de la dysphorie de genre n'existait pas, ou alors qu'il était extrêmement mineur. On a donc décidé d'avoir une approche plus restrictive à partir de mars 2021, lorsque l'université le CHU de Karolinska, qui avait aussi tenu compte des événements récents, a publié une nouvelle orientation. Et cette nouvelle politique établit que cet examen, cette revue scientifique de 2019 montre que qu'il faut constater cet afflux massif de patients au cours de ces dernières années, et que les traitements qui sont proposés sont associés à des conséquences irréversibles telles que maladies cardiovasculaires, ostéoporose, infertilité et une augmentation du risque de cancer et de thrombose. L'hôpital pour enfants a même annoncé que, en raison de tout cela et du principe de précaution, on avait décidé que ces traitements hormonaux, c'est-à-dire que les bloqueurs de puberté et les hormones sexuelles, n'allaient plus être proposés pour les patients de moins de 16 ans, et qu'on allait aussi proposer ce traitement à ces patients uniquement dans le cadre de protocoles de recherche. Et cette politique de l'hôpital Karolinska est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Donc, cette politique complètement à l'opposé a été introduite 2 ans après le début du débat public. Donc ça a été une réaction très très rapide. L'évaluation par les services sociaux, SBU, par les autorités sanitaires ont déclaré en 2022 que le traitement des adolescentes avec dysphorie de genre avait donné lieu à un examen, et on a eu un article publié dans Acta Pediatrica en août 2023 sur plus de 9000 études. Seulement 24 d'entre elles présentaient une qualité suffisante pour être incluses dans cette revue systématique de la littérature. Il n'y avait aucun essai cas témoin, ce qui est évidemment la règle, le gold standard de l'évaluation des pratiques médicales.
En décembre 2022, le National Board de la santé a publié des recommandations pour la prise en charge de ces enfants, de ces adolescentes, en mettant en garde contre l'utilisation de ces hormones pour les adolescents avec une dysphorie de genre, et que ces autorités de la santé, le National Board, pensaient que ces bloqueurs de puberté et que les thérapies de réattribution pouvaient présenter des dangers qui dépassaient leurs bénéfices, et que cela ne pouvait être le cas, et on ne pouvait y recourir que dans des cas exceptionnels. Merci beaucoup, Sven. On va maintenant donner la parole à David Bell. David, vous êtes psychiatre, vous êtes ancien gouverneur du Tavistock et Portman Foundation Trust et ancien président de la British Psychoanalytic Society. Nous allons vous écouter sur cette question de changement de trajectoire pour le traitement de ces mineurs en Angleterre, au Royaume-Uni. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est une question assez difficile. C'est vrai que Sven a raison de parler de l'attitude des médecins. Je dirais que, pour commencer, et c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on a entendu hier, c'est que tout cela, c'est une illustration magnifique de la chose très gênante de toutes ces maladies psychiatriques, c'est-à-dire qu'on est toujours à la frontière entre l'individu et la culture, et la manifestation des troubles, évidemment, évolue en fonction de la société. Et quand on se tourne vers cela, justement, au Royaume-Uni, je dirais que sur une période de 10-11 ans, on a eu de 50 cas à maintenant 3700 cas. Donc une explosion, et parce qu'il y a eu une transformation culturelle énorme qui s'est traduite par ces manifestations, ces expressions de difficulté, mais aussi parce que la clinique Tavistock est devenue un centre de référence au niveau national. Et quand justement on évoque ces changements importants au Royaume-Uni, c'est important de comprendre que il y a 3 pays, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, avec des histoires différentes. Et ça a joué un rôle dans l'évolution des choses. Et je vais surtout parler de l'Angleterre et du Pays de Galles, pour ce qui concerne le NHS. Je crois qu'il est important aussi de se souvenir qu'il y a ce NHS, c'est un système de santé publique unique, si bien que ça fait un peu la différence par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Je voudrais déjà dire quelques mots du contexte. Quand on a commencé à noter ces changements, disons vers 2016-2017, même si on a vu au NHS, dans des entreprises, dans des associations, on avait déjà noté des modifications. On sait que ça a été permis par le succès de ces associations de trans qui ont réussi à se promouvoir elles-mêmes en s'imposant. Et si elles ont réussi, ces associations, c'est parce qu'elles ont interdit aux autres de s'exprimer, parce qu'il y a un petit peu une culture de groupe tyrannique qui s'est petit à petit affirmée dans ces groupes. Et il y a 50% des députés
qui n'étaient pas d'accord avec ce symptôme d'apparition rapide de la dysphorie de genre, mais aucun d'entre eux n'était prêt à s'exprimer publiquement parce qu'ils avaient peur des conséquences. Évidemment, l'implication des adultes dans cette transidentification des mineurs a rendu les choses très difficiles pour ceux qui voulaient s'élever contre cela, qui étaient tout de suite accusés d'être contre la diversité, contre les homosexuels. Et beaucoup dans le parti conservateur ont aussi emprunté les codes du transactivisme pour se rendre un petit peu plus moderne, un petit peu plus attrayant dans la population. Et des organisations, des grandes boîtes comme Pricewaterhouse ont donné beaucoup d'argent à des associations et pareil pour le Lottery Fund. Et cette présence de l'idéologie trans a percolé dans toute la société, mais n'a jamais été basée sur une évolution des mentalités ou sur un débat. Il n'y a pas de fondement, finalement. Et c'est pour cela que ça a été une condition de vulnérabilité plus importante qu'on ne pouvait l'imaginer. Je l'ai vu à la clinique Tavistock. Dès que les gens ont commencé à s'exprimer, on a eu un effet de boule de neige, comme une boucle de rétroaction positive. Mais peut-être que quand je dis cela, je trahis peut-être ma naïveté et ma croyance dans l'importance et la prééminence du raisonnement rationnel. En tout cas, il y a eu des choses très importantes. Et d'ailleurs, il y a eu des événements qui se sont répandus les uns les autres. Mais si je devais en sélectionner un seul, et je n'aurais pas de mal à le faire, je dirais que c'est la détermination, la constance. Dès 2016, le Times, le Sunday Times avaient déjà commencé à poser des questions et à s'inquiéter de ce traitement des enfants. Il s'agit de journaux plutôt conservateurs. Et ils ont bien expliqué les choses. Et il y a eu aussi une presse un petit peu plus populaire qui a commencé aussi à s'intéresser à ces questions. En 2018, alors que j'étais encore en poste au Tavistock et au Conseil des gouverneurs, et ça, je dois expliquer ce que c'est. C'est une organisation, ce Conseil des gouverneurs, qui supervise et qui comprend, entre autres, parmi ses membres, des représentants du personnel. Et donc, j'en faisais partie de ce Conseil des gouverneurs, et donc qui a un rôle de supervision de la clinique Tavistock. Alors, dès cette date-là, il y a des collègues qui sont venus me voir, des collègues qui travaillent au service de l'identité de genre, ce qu'on appelle le GIDS en anglais, GIDS, et ces collègues venaient, alors que en général, je ne venais pas me parler, ont commencé à rapporter un certain nombre de choses que j'ai portées à l'attention du Trust, qui a essayé d'enterrer la chose, mais avec l'aide de quelques collègues, j'ai poursuivi mon action et j'ai réussi à avoir gain de cause. Et j'avais déjà quitté mes fonctions puisque j'étais en retraite à l'époque, mais d'autres collègues avaient pris la relève. Et après un examen par les directeurs, le rapport que j'avais écrit a fuité dans la presse, dans le Sunday Times, et il a fait la une du Sunday Times. Et ça a été le début du basculement. Et je dirais qu'au cours de tout cela, c'est vrai que je dois dire que les journaux, la presse a joué un rôle fantastique. Moi, je m'étais jamais exprimée dans la presse avant, et je dois dire qu'on ne m'a pas cité de manière erronée. Et puis, il y a eu aussi un article dans l'Observer. La clinique Tavistock a essayé de m'intimider, de me remettre en question ma compétence.
Et bon, comme moi, de toute façon, je voulais quitter la clinique Tavistock. Je l'ai fait en m'exprimant dans la presse. Et tout cela a été repris par tous les grands journaux, sauf le Guardian. Et d'ailleurs, c'est le journal que je lis, je dois dire. Et par peur de son propre personnel, le Guardian n'avait pas réagi, n'avait rien publié et avait même publié des choses qui n'étaient pas fidèles à ma position. Et il y a eu ensuite le rapport Cass et puis Anna Bonds qui a une émission sur la BBC et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Time to Think. Dans le même temps, il y avait eu la création d'associations telles que Sex Matters, Women for Scotland et d'autres associations vraiment de terrain qui se sont exprimées sur ces questions. Et tout cela a permis aussi de soutenir les membres du personnel de santé. Et enfin, Keira Bell a signé le NHS en justice pour le traitement qu'elle avait reçu et qui a mis en lumière cette question du consentement éclairé. Et en 2020, le jugement a été rendu et a établi que l'enfant n'était pas en mesure de donner son consentement. Mais les juges, dans le même jugement, et on peut le lire, ce jugement, il n'est pas long d'ailleurs, ont exprimé des inquiétudes très très graves sur la qualité des soins donnés à la Tavistock Clinic, se sont inquiétés du manque de suivi, du manque de données solides, du manque de chiffres, de statistiques sur le nombre d'enfants qui étaient vus dans le service, combien d'entre eux recevaient des hormones. Et les juges, d'une façon très anglaise, ont exprimé leur épouvante face à ce qu'ils avaient entendu. Et ça veut dire qu'ils étaient tout à fait choqués, mais avec l'understatement et l'euphémisme habituel à la langue anglaise. Mais tout cela, ça n'a pas vraiment empêché le choc de se propager au sein de NHS. On a eu une étude sur les bloqueurs de puberté qui dont la publication avait été freinée, qui est parue sur l'ordre de la justice, et on a donc ensuite eu un examen et un changement de trajectoire dans le service. Et on a eu plusieurs affaires juridiques qui ont permis un certain nombre très important qui ont justement mis l'accent sur la liberté d'expression de ceux qui critiquaient cette prise en charge de genre et on a eu une affaire juridique sur quelqu'un qui avait affirmé que les femmes étaient des femmes, et il y a eu un appel, et on a eu des dommages-intérêts qui ont été accordés. Donc on a maintenant une transformation très nette de la société. Il y a eu d'autres cas. Par exemple, celui de Kathleen Stock, qui en 2021 a été intimidée en raison de son opinion. Le rapport Cass, je l'ai laissé pour la fin, évidemment a joué un rôle fondamental, mais évidemment il n'a pu être produit que parce qu'il y avait eu tout ce travail avant.
Et en février 2022, on a eu le rapport intermédiaire et le rapport définitif cette année. C'est vrai que les choses changent, mais cela a déclenché vraiment une vague de réactions au niveau national et international. Et en 2021, NHS England et Nice ont émis des recommandations acceptant qu'il n'y avait pas de données sur l'administration des bloqueurs de puberté. Et finalement, ces médicaments ne sont plus prescrits. On parle même d'un essai maintenant, mais pour nous, pour beaucoup d'entre nous, ce ne serait pas éthique de faire ce genre d'essais cliniques avec des enfants. Un organisme extérieur qui examine, qui est l'inspection de la santé, a réexaminé la situation au Tavistock et beaucoup d'entre nous ont vraiment demandé au personnel qui était parti de Tavistock de s'exprimer. On a eu finalement un rapport qui a été publié en février 2021 qui a vraiment justifié toutes les inquiétudes que moi-même et d'autres lanceurs d'alerte avions exprimé, nous qui avions été intimidés. Ça a été un gros choc pour le Trust et on a finalement eu des responsables extérieurs au Trust qui ont été dépêchés. On a eu même la directrice qui s'est exprimée, qui a dit qu'elle avait été intimidée. Et le Collège de Royal Medicine avait eu très peu d'influence. Pareil pour les psychiatres. Mais maintenant, on a un nouveau président et le rapport casse. Et je voudrais juste ajouter qu'il y a beaucoup de choses, cela dit, qui n'ont pas changé. Ça, c'est important, je voudrais quand même le dire. Car les lanceurs d'alerte, les médias, la volonté politique ont joué leur rôle, bien sûr. Mais cela dit, ça continue dans les écoles. Et il semble que le gouvernement ne soit pas en mesure de mettre un terme à cette idéologie du genre. Et on voit des enfants qui sont complètement sous cette emprise. Le Parti travailliste semble ne pas avoir de ligne claire à ce sujet. Il y a même une loi sur la conversion dans sa plateforme électorale. Et il y a aussi des gens qui, et en particulier l'industrie pharmaceutique, qui fait ses choux gras de ces bloqueurs de puberté. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à Gillis Smith. Gillis. On va donner la parole à Michael Biggs. Et Gillis Smith, vous êtes philosophe. Gillis, philosophe et éthicien et chercheur invité au Erasmus Medical Center de Rotterdam. Et vous êtes également chercheur à l'Université de Groningen. Et Michael Biggs, Gillis va vous demander de répondre à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette théorie se soit répandue dans le monde entier avec le protocole Dutch, avec juste une étude de cohorte de 70 patients? Alors, Gillis, je vous donne la parole et le micro. Alors, c'est une question importante et complexe à la fois. Je ne vais pouvoir vous donner que 8 raisons et qui ne sont que le point de départ d'une recherche qui sera encore nécessaire. En fait, ce Dutch Protocol, les bloqueurs de puberté, était déjà répandu avant la sortie de cette étude de cohorte qui publiait en 2011 et 2014, étude d'Amsterdam. Alors, comment l'expliquer? Alors, l'innovation médicale
adopté sans suffisamment de preuves est quelque chose qui arrive fréquemment. Et la littérature explique pourquoi ce protocole s'est répandu. Donc la première raison pour expliquer cela, c'est que les médecins trouvaient que c'était très difficile de n'avoir rien à proposer. Donc c'est cette dynamique entre les cliniciens du genre et les patients. Les médecins, évidemment, par essence, veulent aider leurs patients et ont beaucoup de mal à accepter leur impuissance face à la souffrance d'un patient. La dysphorie de genre, parfois, implique des souffrances intenses et quand on lit la littérature et quand on s'adresse aux cliniciens du genre, moi, je suis arrivée à la conclusion que ces patients dysphoriques sont tellement en désarroi que les bloqueurs de puberté semblent une solution. Et je vois bien que c'est très difficile. Je me suis entretenue avec ces médecins et visiblement c'est très difficile pour eux de refuser. Parce que et il faut voir aussi qu'on disait que c'était complètement réversible, que c'était juste pour attendre. Et donc, c'était une solution qui semblait très attrayante et sans effets secondaires, sans effets néfastes. Donc, faut se remettre dans l'époque et la perception de ces cliniciens qui s'occupaient de dysphorie de genre à l'époque. Et puis, on a eu aussi cette illusion thérapeutique. Les cliniciens du genre ont souvent dit que cela permettait de soulager immédiatement ces enfants. Alors, quand on discute avec ces médecins, ils mettent cela en avant. Quand on leur dit « oui, mais il n'y avait pas assez de preuves », très souvent, ils s'en réfèrent à leur observation clinique en vous disant qu'ils savaient que ça fonctionnait. Il me semble que ces cliniciens, en fait, sont très vulnérables face à cette illusion thérapeutique. Leur conviction que ce traitement est efficace, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Et je pense que ça les a aussi transformés en avocats particulièrement efficaces de ce traitement. Il y a eu, par exemple, une clinique hollandaise qui a essaimé en créant plusieurs cliniques du genre dans d'autres pays. Et donc, en quelque sorte, exportant activement leur système. D'ailleurs, dans la littérature, on voit qu'il y a plusieurs références de cliniciens d'autres pays qui rapportent de ces succès apparents du protocole hollandais, alors qu'il n'y avait pas vraiment de preuves à l'époque. Et mon troisième point, c'est pour vous dire que on a dit que la dysphorie de genre avait une origine biologique. Ça a été suggéré en Hollande en disant que c'était sans doute quelque chose d'origine biologique. Et en raison de cela, on devait supposer que c'était là pour rester. Et donc, ce problème permanent justifiait de démarrer des bloqueurs de puberté. Alors, la dysphorie de genre, c'est un cerveau qui n'est pas conforme au corps dont on dispose. Et ça, c'est une opinion qui a été popularisée, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, ben voilà, on est né dans le mauvais corps. Et ce genre d'expression, qui est tout à fait erronée, a permis de s'expliquer dans les médias, de convaincre les médias, et puis aussi de s'adresser aux enfants qui étaient persuadés d'avoir ce genre de problème. Et évidemment, ça suscite l'empathie, la compassion quand on est face à un enfant qui est né dans le mauvais corps. Et d'ailleurs, c'est le sentiment que l'on ressent à la lecture de tous ces articles qui ont été publiés en Hollande de 2002 à 2010. C'est toujours la même histoire, un pauvre enfant qui est né dans le mauvais corps, qui souffre terriblement. Et évidemment, l'empathie est immédiate. Et si on peut les soulager en leur donnant des bloqueurs de puberté et pour leur permettre d'avoir une vie meilleure une fois adultes, alors ça semble tout à fait naturel d'avoir cette compassion immédiate dans l'opinion publique.
Et donc, ça m'amène au quatrième facteur, le cadre de l'émancipation et des droits humains. Et ça, c'est là depuis le départ. Et c'est ce qui fait que la dysphorie de genre est quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, qu'elle ne pouvait pas être traitée dans le cadre de la médecine traditionnelle. Donc, il y avait des normes nouvelles qui étaient nécessaires. Et je pense que c'est pour ça qu'on pouvait se permettre d'accepter des preuves un petit peu moins étayées. La cinquième explication potentielle, c'est la réputation solide du centre Free Medical Center d'Amsterdam. Réputation bien établie. Depuis le début, c'est ça qui a créé... ce centre avait une image vers le public d'un centre qui n'hésitait pas à faire évoluer ses protocoles, qui était attentif à ses patients. Et c'est pour ça que il faut signaler que c'est une université, un hôpital universitaire protestant. Et il y a des investigations très intéressantes si on creuse un petit peu ce sujet. Numéro 6. Très intéressant de mon point de vue en tant qu'éthicien. On a un schéma systématique d'inversion du fardeau de la preuve et de déni des preuves. Les cliniciens ont réussi à éviter ce fardeau de la preuve, mais très souvent aussi à placer ce fardeau sur justement les critiques qui s'opposaient au Dutch Protocol. Je vais vous lire une citation qui date d'un article de 2008. Comprendre le potentiel du mal que peut faire une non-intervention ou le fait de ne pas fournir de traitement, évidemment, ça peut avoir ça peut générer des doutes au niveau éthique et moral. Donc, au lieu de fournir des preuves positives que leur traitement fonctionne et que leur traitement a des effets bénéfiques, eh bien, ils sont partis du postulat que le fait de ne pas mettre en place un traitement aurait des effets négatifs. Donc là, c'est vraiment une inversion du fardeau de la preuve et ça aurait jamais dû être accepté, mais ça a été complètement accepté par l'opinion publique. Et j'en arrive à la fin, je termine. 7. Les utilisations hors AMM. Ça, c'est quelque chose de très, très courant dans la dysphorie de genre chez les enfants. Évidemment, c'est quelque chose aussi qui est très, très problématique quand on utilise les médicaments hors de la raison pour laquelle ils sont mis sur le marché. Et la 8e raison, c'est les parents et les groupes d'intérêt. Parce qu'aux Pays-Bas, d'une certaine façon, les parents et leurs groupes d'intérêt ont poussé très très fort, même plus que la clinique elle-même. Thank you so much. Merci beaucoup. On va retourner en Angleterre avec Michael Biggs. Merci. Vous avez publié beaucoup d'articles sur le sujet. Vous travaillez à l'université d'Oxford, maître de conférences en sociologie, et nous sommes très heureux de vous écouter. Même question, hein. Comment est-ce qu'on peut comprendre que cette théorie se soit répandue sur la base du Dutch Protocol avec une cohorte de 70 patients? Oui, merci. J'ai l'impression que je suis en train de perdre la voix. Vous allez avoir l'impression que c'est Joe Biden qui est en face de vous, là. Alors, pour vous rappeler, le Dutch Protocol, suppression de la puberté dès l'âge de 12 ans ou même avant. Et donc, c'est la première étape avant véritablement les hormones de transition et la chirurgie. Ça a été pratiqué à la clinique d'Amsterdam depuis le début des années 2000. Alors pourquoi est-ce que ce Dutch Protocol s'est répandu dans le monde entier? Eh bien, tout d'abord, on peut regarder le côté offre, parce que cette clinique était... Au board de cette clinique, il y avait des personnes qui travaillaient aussi pour le WPATH, l'Association professionnelle de la santé transgenre. Et donc, évidemment, la suppression de la puberté est entrée dans les standards of care de la WPATH. Le Dutch Protocol a été
adopté par quelques cliniciens enthousiastes aussi. Et dans d'autres pays, par exemple, il y a un endocrinologue, Norman Spack, aux États-Unis, qui dit qu'il salivait, lui, à l'idée de traiter des patients avec les bloqueurs de puberté. En 2007, il a cofondé le service de gestion du genre à l'hôpital pour enfants de Boston, qui était la première clinique dédiée véritablement aux enfants transgenres aux États-Unis. Et c'est vraiment une exportation directe du Dutch Protocol, hein, parce que ils avaient envoyé des psychologues et des psychiatres à Amsterdam pour étudier le modèle, le Dutch model. Et même dans les pays où les cliniciens étaient un petit peu hésitants au départ, les bloqueurs de puberté étaient exigés par les patients et par leurs familles. C'était le cas à la clinique de Londres, qui est devenue malencontreusement connue comme étant la Tavistock. Et son fondateur était un psychiatre qui ne fournissait que de la thérapie pour les adolescents en dessous de l'âge de 16 ans. Mais c'est les parents à cet endroit-là qui s'étaient mobilisés, qui avaient fait campagne pour l'utilisation des bloqueurs de puberté. Ils ont dénoncé le fait que les cliniciens étaient transphobes. Et c'est la première fois d'ailleurs que ce mot a été utilisé dans la presse. Certains de ces parents ont même emmené leurs enfants à Boston pour acheter auprès du Dr Spack ces traitements à titre privé. Et donc il y a eu énormément de pression. La Tavistock a mis en place un nouveau directeur, Polly Carmichael, une directrice qui a démarré dès 2010 des traitements expérimentaux avec des bloqueurs de puberté dès l'âge de 12 ans. Et ce qui est remarquable dans cette histoire que je viens de vous rappeler brièvement, c'est que la diffusion internationale du Dutch Protocol avant 2010 était basée en fait sur la preuve d'un seul patient qui avait été suivi seulement jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc c'est pas du tout représentatif. Et puis donc, voyons maintenant l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire la demande. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants et de parents qui recherchent ce genre d'intervention? Eh bien, je pense qu'un facteur très important, c'est la représentation dans les médias, représentation très positive des enfants en transition. Et ça a commencé assez tôt d'ailleurs, de façon surprenante. En 1996, un documentaire de la télévision britannique a représenté un enfant trans de 13 ans qui était dans le mauvais corps, The Wrong Body, c'était le titre du documentaire. Et ils l'ont emmené à la clinique d'Amsterdam et finalement la clinique de Londres a refusé de lui donner des bloqueurs de puberté. Et on a finalement téléphoné à la Dutch Clinic, enfin la clinique aux Pays-Bas, qui a accepté, l'endocrino a accepté de fournir les bloqueurs de puberté à cet enfant. C'est un documentaire qui a été vu par 3 millions de personnes en Grande-Bretagne et qui a présenté cet enfant de façon très positive. Il y a eu d'autres documentaires ensuite qui suivi des adolescents qui avaient démarré les bloqueurs de puberté dès l'âge de 12 ans, comme par exemple Valentine de Hing aux Pays-Bas. Pardon, je n'ai pas très bien prononcé peut-être. Et Jas Jennings aussi, le plus connu, hein, lui c'était aux États-Unis. Et ça, c'est des cas qui semblaient confirmer qu'on pouvait véritablement changer de sexe tant que l'intervention d'endocrinologie démarrait suffisamment tôt. Un autre facteur du côté de la demande, c'est la suppression de la puberté et toute la publicité qui a été faite autour de ça. La disponibilité des bloqueurs rendait faisable pour la première fois la transition sociale d'un enfant avant la puberté. Jas Jennings, par exemple, a fait sa transition sociale à l'âge de 5 ans. A commencé l'école primaire en tant que fille à l'âge de 5 ans. Et donc, une fois que l'enfant a fait sa transition sociale, eh bien évidemment, la puberté dans le mauvais corps, dans le wrong body, ça devient une menace existentielle, physique, sociale. Et donc, on a une boucle, en fait, ici, un cercle qui se met en place autour de la transition. Et donc, ce qui fait que la demande des parents et des enfants augmente. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles le Dutch Protocol a été adopté, à mon avis, dans de nombreux pays, malgré, comme vous le disiez, le manque d'évidence, de preuves scientifiques. Thank you so much, Michael. Merci beaucoup, Michael. Vous avez fini en avance, d'ailleurs, sur votre temps. Alors, nous avons maintenant 20 minutes pour démarrer un débat, une discussion entre les 5 intervenants de ce matin.
L'idée, évidemment, c'est que vous puissiez répondre aux questions et de voir comment ces évolutions dans vos pays pionniers vont avoir un impact sur le reste du monde, à votre avis. Comment est-ce que vous pensez que le rapport CAS va pouvoir se développer et comment est-ce que vos pays pionniers vont y réagir? Est-ce que je peux répondre? Parce que moi, je voudrais reformuler la question, en fait. Comment est-ce que les progrès dans nos pays ont affecté le reste du monde? C'est plutôt ça la question à poser. La Finlande a été le premier à adopter une approche de précaution, suivie par la Suède. Comme je l'ai dit, l'invasion a eu lieu au printemps de 2021 et ça a été renforcé par une méta-analyse publiée en 2022 qui disait que le traitement hormonal des traitements avec dysphorie de genre manquait complètement de base scientifique solide. Et puis, ensuite, il y a eu un rapport en décembre 2022, national en Suède. Et un exemple de l'influence que la nouvelle approche de précaution de la Suède a eu sur les autres pays à l'international a attiré mon attention en avril ou mai de 2023. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai été contactée par un juriste, un avocat qui représentait l'État du Tennessee aux États-Unis et qui m'a indiqué qu'ils avaient récemment introduit une loi pour le traitement des enfants avec dysphorie de genre qui était inspirée directement des nouvelles recommandations de la Suède. Et la loi avait fait l'objet d'un appel et cet avocat m'avait contacté parce qu'il avait lu certains de mes écrits sur le sujet et se demandait si j'accepterais de témoigner en tant qu'expert pour l'État. Et ça fait plus d'1 an maintenant depuis cette loi dans l'État du Tennessee. Pendant cette année, j'ai fourni des témoignages d'experts pour 6 États des États-Unis, en plus du Tennessee, le Texas, le Montana, le Missouri, la Floride et l'Ohio. J'ai rédigé 5 avis d'experts et 3 avis supplémentaires basés sur des témoignages d'experts et de plaignants qui avaient participé à des dépositions et à des analyses croisées. Et j'ai participé même à un des procès. Certains des cas sont maintenant clos, ils ont gagné, et certains sont encore en cours. Rita. Je suis d'accord avec tout ça. Je crois que la chose la plus importante, c'est de rassembler des preuves concernant les traitements qui fonctionnent et comment et pourquoi. Et il y a des choses très intéressantes sur les bénéfices de ces traitements, mais il faut évaluer si les bénéfices sont véritablement là et s'il y a aussi du risque de faire du mal aux patients, de nuire aux patients, parce que ça, c'est très important aussi. Il faut s'attaquer aux constatations scientifiques, parce que c'est la base scientifique qui va nous permettre de développer les connaissances scientifiques et de permettre aux pratiques d'évoluer sur la base des preuves scientifiques. C'est la nature de l'activité médicale, d'ailleurs. La médecine doit se corriger elle-même en développant de nouvelles preuves, en évaluant ces pratiques à la lumière des nouvelles preuves qui se font jour. C'est la seule façon dont la médecine peut véritablement fournir des bénéfices aux personnes et éviter de leur nuire. Pour ce qui me concerne, j'ai essayé de faire état de mes observations dans ce domaine depuis le début, bien sûr, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs, dans tous mes champs d'activité. J'ai publié de façon extensive dans d'autres domaines de la psychiatrie et dans d'autres champs aussi, d'ailleurs. Et lorsque j'ai commencé à observer en Finlande que les patients ne correspondaient pas à ce qu'on attendait et que ne se développaient pas, ne s'épanouissaient pas autant qu'on aurait pu l'attendre, eh bien, je pensais qu'il était de mon devoir d'alerter immédiatement la communauté scientifique sur les irrégularités que j'observais et sur le fait que les attentes n'étaient pas du tout remplies, les attentes de ces patients. Et il m'a fallu de longues années pour comprendre que la communauté scientifique ne souhaitait pas entendre ce que j'avais à dire. J'avais pas compris que ce champ de la médecine ne fonctionnerait pas comme les autres champs de la médecine, c'est-à-dire par l'accumulation de preuves, l'évaluation constante suivie de correction des pratiques. Et donc, je pense qu'il faut continuer à essayer. La Société européenne de la psychiatrie des adolescents et des enfants a publié un rapport récemment qui montre que les recherches doivent être évaluées
sur la base des données qui sont disponibles et de façon très très rigoureuse. Bien sûr, il faut voir aussi comment les recherches sont mises en place sur la base de règles scientifiques. Il ne faut pas partir des conclusions. Et j'ai remarqué aussi que dans ce domaine de la médecine, il y a parfois une tendance à publier des conclusions qui sont très très éloignées de ce qui est en fait dans les données scientifiques. Et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans d'autres champs de la médecine. Et je pense que fournir des preuves, publier des preuves, et puis continuer aussi la discussion, c'est quelque chose de très important. Et ce champ de la médecine doit fonctionner comme tous les autres, sur la base des preuves, si on veut véritablement avoir une approche équilibrée, appropriée, qui continue à se corriger en permanence. Il faut condamner aussi les attaques personnelles sur des chercheurs, la dissémination de rumeurs, également des attaques personnelles, des choses comme ça. Ça doit être arrêté. Il faut se concentrer uniquement sur les preuves scientifiques. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans ce champ de la recherche et la communauté scientifique n'est pas unie dans ce domaine. On laisse des fausses informations circuler et bien entendu, parfois certaines personnes ont peur de faire l'objet de pression. Mais tout ça, ça doit être condamné, bien entendu. Et il faut éviter tout ce bruit de fond et d'attaques personnelles, bien entendu. Je condamne cela très fortement et je pense que tous les scientifiques devraient faire de même. On va écouter Michael Biggs. Oui, deux remarques très rapides. Tout d'abord, je crois qu'il faut féliciter Rita parce que je pense que dans sa clinique, c'est les meilleures pratiques qui ont été adoptées et très très rapidement. Et il y a eu des rapports qui ont été publiés qui ont visé à modifier un petit peu les protocoles, alors qu'au Tavistock, c'était complètement différent. En 2016, dès 2007, il était très clair que les enfants ne se développaient pas correctement, n'avaient pas bénéficié de ces pratiques. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement de mettre les preuves sous le tapis et de ne rien changer à leurs pratiques. Et je pense que ça n'aurait été jamais mis au jour si on n'avait pas eu des personnes qui avaient véritablement lancé l'alerte. Donc je crois qu'il y a un contraste ici entre la Finlande et l'Angleterre et il y a d'autres pays qui suivent un petit peu le modèle Tavistock, c'est-à-dire qui ne font pas du tout état des résultats quand ils ne vont pas dans le sens de ce qu'ils souhaitent. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que le rapport Cass a fait aussi entraîner des changements très très importants. Je le vois moi à mon niveau universitaire. On considère que maintenant, c'est tout à fait possible de remettre ça en question, alors qu'avant, on était considéré comme transphobe si on faisait ça. Et puis, il y a une conférence nationale de psychiatrie à Édimbourg, en Écosse, au cours de laquelle on a essayé aussi d'aborder le sujet. Je crois que c'est quelque chose qui n'aurait peut-être pas marché. Il y a quelques années, on aurait été effacé, hein, mais maintenant, nous avons réussi au cours de cette conférence à en parler et à avoir une certaine légitimité, même si, bien entendu, la plupart des questions qui étaient posées sur le site de la conférence étaient très, très hostiles. Hein. Il y avait des questions qui disaient « Que fait-on pour célébrer les enfants trans pendant les marches des fiertés ?» et les choses comme ça. C'était une conférence scientifique. C'était pas des étudiants qui posaient la question. C'était quelqu'un qui était à un poste administratif au sein du NHS. Pour vous donner un peu une idée du niveau des questions qui étaient posées pour essayer de semer le trouble. Et donc, dans les pays anglophones, je crois qu'il y a beaucoup de choses similaires qui se passent. Merci, Michael. Est-ce que Hill voulait dire quelque chose? Oui, je suis d'accord avec Rita. C'est important de s'auto-corriger, bien entendu. Quant aux Pays-Bas, je suis un peu pessimiste.
parce que c'est très, très compliqué. Si vous êtes la clinique d'Amsterdam et que vous avez inventé ce Dutch Protocol et que ça fait 20 ans que vous faites les choses de cette façon, bah, imaginez la difficulté d'imaginer que finalement, vous n'aviez pas assez de preuves et qu'on vienne vous expliquer ça. Je crois que c'est quasiment impossible de se remettre complètement en question comme ça. Je crois qu'on a observé aussi que jusqu'à présent, les changements les plus importants sont venus quand les autorités de santé se sont emparées du débat et ont commencé à mettre en place des revues systématiques de ce qui se faisait. Parce que là, on a un œil neutre et un point de vue complètement frais. Et le consensus, c'est que les preuves ne sont pas assez solides et qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus étayées, bien entendu. Donc, je crois que c'est plus rapide de plaider pour que les autorités de santé vraiment jouent leur rôle et fassent ce qu'elles auraient dû faire depuis déjà des années. Et enfin, ce que les autorités de santé auraient dû faire. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui se passe aux Pays-Bas. Le Parlement a voté une motion pour demander au gouvernement de demander au Conseil de santé publique, de produire un avis sur la prise en charge de genre en pédiatrie, pour faire un état des lieux de ce qui se fait dans le pays et pour voir comment ça se relie au cadre juridique. Et un rapport sera rédigé, c'est en cours. Je pense que c'est des travaux qui vont probablement démarrer cette année et j'espère que le résultat sera encore une fois le même que ce qu'il est jusqu'à présent. C'est-à-dire que les preuves ne sont pas suffisantes et qu'il faut faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait dans ce domaine. Je crois que Rita voulait dire quelque chose. Oui, je voulais ajouter que, bien entendu, les autorités de santé ne peuvent pas travailler sans les connaissances scientifiques. Les autorités de santé, donc, ça fait partie des publics cibles auxquels il faut fournir, justement, les preuves scientifiques sur lesquelles elles vont se baser. Je pense qu'on peut les considérer comme faisant partie de la communauté scientifique d'une certaine façon, mais les autorités de santé ne doivent pas non plus agir sur la base de sentiments ou d'aspirations politiques. Il faut que leurs travaux soient étayés par les preuves collectées par la communauté scientifique, bien entendu. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je crois que le niveau des preuves est déjà très très clair à l'heure actuelle. David? J'ai l'impression que, bien entendu, on met l'accent sur les preuves. Il faut qu'on ait une évaluation objective, rationnelle, et tout ça, bien entendu, ça fait l'objet d'un soutien massif. Mais historiquement, il y a eu des problèmes répétés, continus, dans cette évaluation. Et peut-être qu'elle se fait mieux d'ailleurs dans certains pays que dans d'autres. Mais si on réfléchit, par exemple, à l'histoire des médicaments en psychologie et en psychiatrie, les psychotropes, eh bien, il y a des personnes qui ont travaillé là-dessus très très longtemps. Et tout ce domaine de la psychiatrie, je crois, c'est un problème. Parce que l'idée, c'est de s'en tenir à cette évaluation nécessaire et absolue des preuves, bien entendu. Et je pense que ça doit être fait par une instance externe. Il faut que ça soit suivi aussi par l'extérieur. Et quelque chose que j'ai déjà dit très brièvement aussi tout à l'heure, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais dans d'autres instances, on entend dire qu'il faut, pour avoir des preuves, il faut la bonne recherche avec les bons protocoles de test. Mais je pense que ça, c'est complètement pas éthique du tout, parce que normalement, ce genre d'études qui s'effectuent sur des enfants qui sont en danger imminent si on ne trouve pas le bon médicament. Donc, c'est pas du tout le cas ici. Il n'y a pas de menace sur la santé. Il n'y a pas non plus de preuve
que ces médicaments sont bons pour la santé. Il y a plutôt des preuves qui vont dans l'autre sens. La plupart des enfants vont grandir et tout va bien se passer pour eux. On ne sait pas ceux qui vont changer d'avis, ceux qui ne vont pas changer d'avis. Mais les enfants, mettre des enfants sujets dans une étude clinique là-dessus, je pense que ça ne serait pas du tout éthique. Et je pense qu'il n'y a aucune raison de faire des études dans ce sens sur des enfants. Ça a l'air scientifique, mais ça ne serait pas du tout le cas. Et puis en plus, c'est pas possible pratiquement parce que les enfants, on ne peut pas les mettre dans une étude randomisée parce que les enfants auraient besoin de savoir si on leur a donné les bloqueurs de puberté ou pas. Et je pense que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas faisable pratiquement et c'est pas non plus quelque chose qui serait éthique à mettre en place. Merci. Vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Oui. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça ne serait pas du tout éthique de mettre en place ce genre d'études, bien entendu, sur les enfants. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, je suis un incorrigible optimiste. Je suis optimiste quant à l'avenir de cette question. Parce que le débat a commencé il y a 4-5 ans seulement. Et dans tous les pays nordiques, au Royaume-Uni, dans 25 des États des États-Unis, ils ont déjà adopté des principes de précaution en 5 ans. Donc ça, je trouve que c'est fantastique.